nous sommes aujourd'hui, ce matin, avec Marine Courieras, que tous ceux d'entre vous connaissent, directrice de la division. Alors, je crois, Marine, que votre titre exact, c'est Doctrine émetteur et back-office de l'AMF et l'une des rédactrices du rapport annuel sur le fonctionnement d'entreprise et la rémunération des dirigeants. Ce rapport est sorti la semaine dernière, le 2 décembre, et Marine nous propose ce matin d'en exposer 3 points qui portent sur que retenir des assemblées à huis clos, quelle bonne pratique tenir en matière en cas de modification de la rémunération des dirigeants, et enfin la montée des critères ESG et en particulier des critères climat. Alors nous sommes très nombreux ce matin, on est un peu plus de 135 attendus. La façon dont je vous propose de procéder, c'est écouter Marine nous exposer le concentré de ces 3 points. Notez vos questions soit dans le chat, soit en les gardant par devers vous. Et à l'issue de ces 3 points qui prendront chacun 5 à 10 minutes, on passera à la phase Q&A avec vos questions sur l'ensemble des 3 points ou peut-être d'autres points du rapport que vous souhaiteriez commenter. Je précise que ce webinaire est enregistré et un replay sera disponible sur notre site, et le support de présentation que Marine diffuse ici et sera également diffusé sur notre site. Marine, c'est à vous. Oui. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, peut-être, moi, je vous entends très bien. Peut-être quelques messages Oui, par ça le chat. fonctionne. Parfait. Merci. Bon, merci. Donc, effectivement, ce matin, je vais vous présenter quelques messages du rapport 2021 sur le gouvernement d'entreprise de l'AMF qui a été publié la semaine dernière. Je tiens d'abord à remercier en fait l'Hebdo des AG pour nous permettre en fait de faire cette présentation et de vous présenter ces messages-là. Merci, Marine. Voilà. Donc, je vais commencer en fait par des aspects méthodologiques, puisque tout rapport est fait sur la base d'une certaine méthodologie. Et c'est important de comprendre en fait les limites de notre méthodologie. Donc, depuis une vingtaine d'années, l'AMF publie un rapport sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées. Donc, ce rapport, on le publie en application de la loi et il est établi uniquement à partir sur la base d'informations publiées par les sociétés cotées, ou en tout cas de l'information publique. Cette année, en fait, le rapport a 3 parties. Une première partie, c'est sur tous les sujets d'actualité. Dans cette première partie, on fait un point sur le fonctionnement des assemblées générales, car ça nous a semblé un point d'actualité fort, encore cette année. La deuxième partie, c'est réellement l'étude sur les informations fournies par les sociétés cotées. Et la troisième partie, qui est nouvelle en fait depuis l'an dernier, c'est une étude sur l'information publique que donnent les conseillers en vote. Voilà. Je n'évoquerai pas en fait le sujet des conseillers en vote aujourd'hui. On retient globalement que le dialogue entre les sociétés cotées et les conseillers en vote s'est fortement amélioré au cours des dernières années, et qu'il y a toujours une demande des investisseurs d'avoir ces rapports largement en amont des assemblées générales pour pouvoir prendre leurs décisions. Voilà. Alors, dans ce rapport, l'objectif premier de ce rapport est de faire un état des lieux des bonnes pratiques, enfin des pratiques en fait. Des pratiques, c'est connaître en fait les pratiques de la place de Paris, pouvoir identifier en fait effectivement les meilleures pratiques et mettre en avant également certaines pratiques que l'on considère comme étant moins bonnes. On fait la pratique de ce qu'on appelle du name and shame, c'est-à-dire des citations nominatives de sociétés qui ne respectent pas les recommandations
du code AFEP-MEDEF. Là, notre rapport ne concerne que le code AFEP-MEDEF, qui ne respecte pas des recommandations de l'AMF, ou, comme on est dans la démarche Comply or Explain, qui n'ont pas donné d'explication suffisamment circonstanciée pour justifier en fait de leur conformité au code. Cette pratique de citation nominative est faite après un certain nombre d'échanges avec les sociétés concernées. Voilà. Donc, dans le cadre de notre rapport de cette année, comme celui des années précédentes, on émet des recommandations pour améliorer l'information publiée par les sociétés cotées et on émet des pistes de réflexion en vue, le cas échéant, de faire évoluer le code AFEP-MEDEF. Comme on avait constaté que globalement les pratiques sur la place de Paris s'étaient fortement améliorées au cours des dernières années, et que par ailleurs, en fait, on a le HCGE qui fait un rapport sur la conformité au code AFEP-MEDEF, l'AMF, depuis 3 ans, ne fait plus qu'une approche en fait thématique. On choisit certains thèmes qu'on étudie dans le rapport. Donc cette année, nous avons retenu principalement 2 thèmes. Un thème en matière de gouvernance qui est le sujet du mode de gouvernance et finalement quelles sont les interactions entre le conseil et la direction générale et les conseils et les actionnaires dans les différents modes de gouvernance, comment sont gérés en fait les conflits d'intérêts et comment s'établit l'équilibre des pouvoirs. Donc cette partie-là en matière de gouvernance, je peux répondre à des questions, mais je ne vais pas la présenter ce matin. Je ne vais présenter ce matin que les sujets en lien avec la rémunération des dirigeants, c'est-à-dire tout ce qui est en fait ajustement des rémunérations, et plus généralement tous les impacts de la pandémie sur la gouvernance. Voilà. Alors, pour l'étude qu'on a faite cette année, sur la partie revue des informations des sociétés cotées, concerne 50 sociétés cotées. C'est les 50 plus grandes capitalisations au 31 décembre 2020. Il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé et dont l'Assemblée générale s'est tenue entre début janvier et fin juillet 2021. Voilà globalement pour la présentation de la méthodologie du rapport. Je vais commencer en fait par un premier sujet qui est un sujet d'actualité. Donc, comme vous savez, le régime légal de tenue des assemblées générales a été profondément modifié en 2020 dans le contexte de la pandémie. Le régime qui a été mis en place en 2020 a été modifié en décembre 2020 pour renforcer le droit des actionnaires. Donc, on retiendra pour les assemblées générales 2021, il y avait 4 mesures clés importantes, enfin en tout cas qu'on étudie dans le cadre du rapport. Premièrement, la première mesure, c'est oui, il était encore possible de tenir des assemblées générales à huis clos jusqu'au 30 septembre 2021, mais il fallait que les sociétés puissent justifier de mesures restrictives qui existaient à la date de convocation ou de réunion, et une mesure qui faisait obstacle à la présence physique des actionnaires. Donc là, il y avait une vraie exigence vis-à-vis des sociétés pour justifier en fait de cette impossibilité et de le mettre dans le PV de convocation. Il fallait également justifier pourquoi, le cas échéant, il n'y avait pas de mise en place de conférences téléphoniques ou audiovisuelles. Le deuxième point qui avait été renforcé, c'est celui de la nomination des scrutateurs. On avait constaté l'an dernier qu'il n'y avait pas toujours d'informations en amont de l'Assemblée générale sur la nomination des scrutateurs et que par ailleurs, les scrutateurs, on était dans un régime dans lequel le Conseil n'avait qu'une obligation de moyens, donc les scrutateurs n'étaient pas nécessairement choisis parmi les actionnaires. Donc là, le régime légal en place cette année, c'était de choisir les scrutateurs parmi les 10 actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote, sauf à ce que ces actionnaires refusent d'être scrutateurs. La troisième modification, c'était la nécessité de retransmettre en direct et en différé les assemblées générales.
et le régime des questions écrites avait été étendu, puisqu'en fait les sociétés devaient prendre en compte les questions écrites dès lors qu'elles les avaient reçues avant la fin du second jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale, et elles devaient publier les questions et les réponses sur leur site internet dès que possible à l'issue de l'Assemblée générale. Voilà. Voilà la présentation des évolutions du régime. Et maintenant, je vais vous présenter les résultats de notre étude sur ce point-là. Donc là, dans cette partie actualité, on a fait l'étude sur l'ensemble du SBF 120. Donc voilà, le premier, c'est qu'effectivement, les assemblées générales, sans grande surprise, se sont tenues à huis clos, que les sociétés ont fait des efforts de justification, que les sociétés globalement ont fait des efforts de justification. On met en avant un ou deux exemples de sociétés qui ont donné des explications un peu plus circonstanciées pour justifier le huis clos. Le huis clos, en fait, restait un régime d'exception, et c'était important de fournir ces explications. Donc là, je vous ai mis en fait dans les slides l'exemple de Kering qui justifiait effectivement qu'il prenait en compte, pour prendre sa décision, il avait pris en compte en fait le taux de participation habituel des actionnaires à l'Assemblée générale et la capacité de la salle. Voilà. Donc c'était un exemple qu'on met en avant puisque la société en fait a fait des efforts d'explication pour justifier le huis clos. Les sociétés ont été confrontées cette année également au sujet du pass sanitaire. Alors, le pass sanitaire, effectivement, dans le contexte de la pandémie, un certain nombre des sociétés l'ont exigé au deuxième semestre 2021. Alors, l'ADSA a publié un papier indiquant que ce n'était pas forcément possible de le faire et que ce n'était pas prévu par la loi et donc potentiellement illégal. Ça, c'est un sujet en fait sur lequel on interpelle les pouvoirs publics en disant que si jamais on devait continuer dans des régimes d'exception l'an prochain, c'est un sujet qu'il faudrait probablement éclaircir. Après, on s'intéressait aux modalités de tenue des assemblées générales concrètement. Les sociétés ont bien retransmis les assemblées générales, à la fois en direct et en différé. Donc là, il y a une vraie amélioration par rapport à l'an dernier et effectivement, le cadre a bien été appliqué. Sur la composition du bureau, on voit une bien meilleure information que l'an dernier sur la composition du bureau. Et effectivement, il y a 87% des sociétés qui ont bien désigné leur scrutateur parmi les 10 principaux actionnaires, et il y a 4% des sociétés qui ont indiqué que les actionnaires avaient refusé. Donc là, l'information sur la composition du bureau s'est beaucoup améliorée. On s'interroge dans le rapport sur un ou deux sujets, notamment est-ce qu'il est possible réellement d'avoir un scrutateur qui reste à distance par rapport aux missions qu'il doit remplir et les missions en fait de police du bureau. Donc là, on pose ce genre de questions. Sur les questions écrites, donc le régime a été étendu cette année. Les émetteurs ont bien joué le jeu, donc en fait les questions et les réponses ont été publiées. Ce qu'on constate en fait quand même, c'est qu'un tiers de l'échantillon soit n'a pas reçu, un tiers des sociétés de notre échantillon soit n'a pas reçu de questions, soit n'a donné aucune information sur son site. Donc quelque part en fait, selon les sociétés, il y a eu plus ou moins de questions à traiter. On a relevé un cas dans lequel il y a eu plus de 500 questions et 500 réponses qui ont été publiées sur le site internet. Donc il y a des réalités différentes selon les émetteurs par rapport aux questions de leurs actionnaires. Voilà, page suivante. Sur les modalités de vote, donc effectivement, le recours au vote électronique est bien mis en place sur la place de Paris. Il y a de plus en plus de sociétés qui y recourent, puisque 109 sociétés ont permis à leurs actionnaires de voter par électronique, mais on est sur un vote électronique en amont de l'Assemblée générale. C'est-à-dire que le vote en direct sur la place de Paris, il n'y a qu'une seule société qui l'a expérimenté cette année, c'est la société Amundi, dans un contexte d'actionnariat relativement resserré.
tout semble penser que c'est possible de le faire, le vote en direct. On voit qu'à l'étranger, ça se développe. Donc, pour nous, ça, c'est un point d'attention important. On pense que c'est important que la place continue à se mobiliser, il y a un gros travail qui a été fait, mais continuer un travail en commun pour permettre, en fait, pour permettre le développement des assemblées générales, non seulement hybrides, mais surtout en direct. Donc là, pour nous, c'est un point d'attention important et voilà, on aimerait bien que ce qui s'est passé avec Amundi en 2021 se développe plus largement en 2022, puisqu'en fait, ça offre quand même une possibilité à l'actionnaire de rester à distance tout en votant et contribue en fait à l'amélioration de l'engagement actionnarial dans son ensemble. Voilà. Après, cette année, malgré tout le dispositif en place, l'interactivité en assemblée générale est restée relativement limitée. On cite à nouveau Amundi qui a mis en place un dispositif de visioconférence, mais seule la moitié de l'échantillon a permis à ses actionnaires en fait d'intervenir en direct en cours d'assemblée générale. Voilà. Il y a beaucoup de systèmes qui existent, qui se sont développés. Il y a les questions pour les émetteurs de savoir dans quelle mesure on doit ou pas identifier les actionnaires qui se connectent. Il y a beaucoup de questions qui se posent, mais c'est important que le dialogue en assemblée générale puisse être réalisé. Je pense que c'était à peu près tous nos messages. Ah oui, et après la suite, en fait, c'est plus des constats sur comment s'est passée la saison des assemblées générales, avec une stabilité des quorums. Des résolutions rejetées il y a un certain nombre de résolutions rejetées, donc c'est beaucoup en fait de délégations en matière d'offres publiques, de délégations d'augmentation de capital. On a un cas très particulier cette année, c'est un refus d'approbation des comptes consolidés. Et on voit en fait que les résolutions rejetées sont assez différentes des résolutions contestées, puisqu'en fait les résolutions contestées, on est plus sur les thématiques du CNP, du vote sur la rémunération des dirigeants, et en lien avec ça, du non-renouvellement de la contestation du renouvellement de mandat d'administrateur. Et le sujet des conventions réglementées est un sujet extrêmement sensible également. Voilà pour les assemblées générales. Alors, je vais maintenant vous présenter en fait la partie de notre rapport dédié à l'étude des informations publiées par les sociétés cotées. Donc, dans le contexte de la pandémie, notre premier point d'attention a été celui en fait de l'ajustement des rémunérations des dirigeants en cours d'année. C'est un sujet qui n'est pas un sujet évident parce que les sociétés doivent faire voter et approuver une politique de rémunération. Donc, à partir du moment où il y a une politique de rémunération qui est approuvée, il ne doit pas y avoir de modification par rapport à cette politique de rémunération, sous peine en fait de nullité des éléments attribués. Pour autant, il est possible en fait dans certains cas de faire certains ajustements. Premièrement, un premier cas en fait, c'est lorsque ces ajustements sont mineurs. Donc là, ce qu'on constate, c'est qu'aucune des sociétés qui a fait des ajustements ne s'est prononcé sur le caractère mineur ou pas de ces ajustements. Donc là, et souvent, ils ne le sont pas nécessairement. La possibilité pour faire des ajustements, c'est d'utiliser la dérogation légale. La loi dit qu'en cas de circonstances exceptionnelles, si la pérennité ou la viabilité de la société est en cause, on peut déroger à la politique de rémunération. Là, clairement, notre constat, c'est qu'aucune société de notre échantillon, donc sur 50 sociétés, n'a indiqué avoir utilisé ce dispositif. Parce que ce dispositif est extrêmement restrictif. Ce qui semble être fait, en revanche, c'est que les sociétés ont utilisé une troisième possibilité, c'est l'utilisation de clauses d'ajustement qui existent au sein de leur politique de rémunération. Donc, l'existence de cette clause d'ajustement pose un certain nombre de questions, parce que ça peut remettre en cause une politique de rémunération approuvée quand même. Donc, elles ne peuvent pas être extrêmement
larges, mais elles permettent une certaine flexibilité à la main du conseil. Donc, au final, ce qu'on constate, c'est que cette année, il y a une baisse des rémunérations des dirigeants, dans un contexte de forte renonciation. En fait, beaucoup de dirigeants ont renoncé. Un certain nombre de sociétés ont été confrontées à la problématique de l'ajustement. Pourquoi? Parce que l'ajustement, les sociétés ont ajusté leurs objectifs, et comme les rémunérations des dirigeants étaient en lien avec les objectifs de la société, la question de l'ajustement de la rémunération des dirigeants s'est posée. Bon, il y a quand même 36% des sociétés de notre échantillon qui ont décidé de procéder à cet ajustement. Donc, il y a par exemple en fait 7 sociétés qui ont modifié les objectifs sous-jacents de la rémunération du dirigeant pour les aligner sur les nouveaux objectifs de la société. Il y a 6 sociétés qui ont modifié les critères de détermination de la rémunération variable annuelle, et il y a 7 sociétés qui ont modifié les critères de performance liés aux actions de performance. Donc, il y avait vraiment une impossibilité de rémunérer dans certains cas les dirigeants, donc on comprend le contexte de l'année. Là, nos principaux messages sur ce point-là, c'est d'alerter sur le risque juridique, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même un gros risque de nullité dans beaucoup de cas. Et pour les sociétés qui mettent en place des clauses d'ajustement, puisque c'est en train de se développer, on en a de plus en plus, en fait, on en a constaté de plus en plus dans la politique de rémunération 2021, et ben, d'être très clair en fait sur ces clauses d'ajustement. C'est-à-dire quelle est la nature des circonstances exceptionnelles qui peuvent entraîner, le cas échéant, une modification de la politique de rémunération, quelles sont les modalités procédurales, qui va décider en fait de ces modifications au sein de la société, quels sont les éléments de rémunération qui pourraient être touchés et dans quelle mesure. Également, un dernier point, c'est d'indiquer dans quel cadre juridique en fait ces modifications sont faites. Un certain nombre de sociétés considèrent que la clause d'ajustement ne peut être mise en place que dans le cadre de la dérogation légale de l'article L22-10-8 que je vous cite dans cette slide. Voilà. Voilà pour la partie. Voilà nos premiers constats sur l'ajustement. Nos seconds constats, ils sont en slide suivante, c'est que à partir du moment où on considère qu'on a la base juridique suffisante pour pouvoir faire un ajustement et que cet ajustement est indispensable, il faut pour autant respecter le code AFEP-MEDEF. Et le code AFEP-MEDEF indique que pour les dirigeants volontaires sociaux, les critères de rémunération doivent être préétablis. Donc, on entre en fait, si on modifie les critères de rémunération, on entre dans une démarche en fait comply or explain, appliquer ou expliquer. Et il faut s'en justifier. Ce qu'on a constaté, c'est que les sociétés ne considéraient pas que c'était une non-conformité au code et ne s'en justifiaient pas dans le tableau de conformité au code. Donc, on demande que ce soit fait si jamais ça devait être reconduit l'an prochain, que les sociétés s'en expliquent dans le tableau de conformité au code. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de se dire, mais finalement, est-ce qu'il y a quand même pas néanmoins des pratiques intéressantes qu'on peut relever cette année sur l'ajustement des rémunérations, malgré le fait que ça doit être que des ajustements exceptionnels. Donc, par exemple, dans les pratiques intéressantes qu'on a relevées, c'est le cas d'une société qui a dégagé une plus-value exceptionnelle et qui, du coup, n'a pas pris en compte la plus-value exceptionnelle pour la rémunération des dirigeants, car ça aboutissait, selon le conseil de cette société, à un résultat trop important. Cette pratique est intéressante. Donc, on voit bien qu'il y a des ajustements qui sont non seulement à la hausse, mais également des ajustements à la baisse. Dans les bonnes pratiques qu'on a pu identifier, c'est déjà en fait de communiquer le plus en amont possible sur ces modifications. Pourquoi? Parce que c'est des sujets sensibles. Vous touchez à la politique de rémunération et donc il faut en discuter avec vos investisseurs et le cas échéant avec les conseillers en vote. Donc il faut communiquer le plus en amont possible pour avoir le temps de ce dialogue et permettre à l'écosystème de comprendre ce qu'il est en train de comprendre et de comprendre les justifications fournies. Il est important effectivement que quelle que soit la modification, que le lien avec la performance soit sauvegardé. Donc là, c'était très difficile cette année de vérifier que c'était le cas parce que les sociétés étaient dans une situation difficile.
Et également, et ça c'est vraiment important, il faut que qu'en tout état de cause, même s'il y a des modifications, le caractère exigeant des conditions de performance en fait demeure. Voilà, après, il y a certaines sociétés qui ont donné des explications intéressantes. Par exemple, une des modifications qui a le plus d'impact, c'est la modification des conditions de performance des plans d'action. Et c'est une des plus, c'est généralement en fait les sociétés qui ont fait ça ont vraiment présenté une modification de la politique de rémunération en assemblée générale parce que l'impact est très significatif. Une société s'est interrogée en se disant mais finalement est-ce que j'ai la possibilité en fin d'année de modifier les critères de performance de mes plans d'action? Et en fait elle a répondu par la négative en disant non, c'est pas possible parce que quand je fixe mes critères de performance, il doit y avoir en fait un critère aléatoire attaché à ces critères de performance et on ne peut pas perdre ce caractère aléatoire. Donc il n'est pas possible en dernière minute de changer en fait les critères de performance des plans d'action. Voilà voilà ce qu'on a constaté, voilà ce qu'on estime pouvoir être des pratiques intéressantes. En revanche, effectivement, une société qui modifie les plafonds de ses critères de performance pour faire une surperformance qui n'était pas prévue initialement, ça, pour nous, c'est une mauvaise pratique et on le dit dans le rapport. Alors, la dernière thématique en lien avec la pandémie, c'est la prise en compte des enjeux ESG. Donc là, on n'a pas fait de section dédiée à ce sujet-là. C'est quelque chose qu'on retrouve à travers en fait tout notre rapport. Donc premièrement, on le retrouve dans la partie actualité, puisqu'il y a beaucoup de nouvelles réglementations qui arrivent, qui en sont en lien avec ces thématiques environnementales, sociales et de gouvernance. On rappelle la loi RIC 5 qui est en cours de vote à l'Assemblée nationale. Et qui évoque la mixité au sein des cadres dirigeants et des instances dirigeantes. On évoque les initiatives au niveau européen de mise en place de gouvernance durable. Donc on voit bien que de plus en plus, il appartient au Conseil de prendre sa responsabilité par rapport aux informations extra-financières et mettre en place un mode de gouvernance adéquat. On évoque le développement des entreprises à mission. Il y a quand même 7 entreprises sur la place de Paris qui ont adopté le statut d'entreprise à mission. Donc ça, c'est quand même une vraie tendance. Et je vais vous parler plus précisément des 2 derniers sujets, qui est le lien entre les critères ESG et la rémunération des dirigeants et le sujet des résolutions climatiques. Donc, le lien entre la rémunération et la performance. Globalement, ce qu'on a constaté, pour ce qui concerne les critères extra-financiers, c'est que oui, les sociétés mettent en place une stratégie extra-financière, oui, elles communiquent de plus en plus dessus, mais en revanche, quand on regarde la rémunération des dirigeants, on est assez surpris parce qu'il n'y a pas nécessairement de lien entre la stratégie extra-financière et les objectifs extra-financiers, et finalement les critères extra-financiers pris dans le cadre de la rémunération des dirigeants. Donc en fait, cela forme un tout. Donc il faudrait en fait que les conseils s'interrogent en disant mais oui, j'ai pris tel critère extra-financier, mais en quoi ce critère financier s'inscrit réellement dans ma stratégie et dans les objectifs que j'ai annoncés par ailleurs au marché. Donc là, très clairement, là c'est un sujet sur lequel on va dire un sujet en devenir, mais c'est important. Sur tout ce qui est objectif financier, les sociétés font clairement le lien entre quels sont les objectifs financiers de ma société et quels sont les objectifs financiers du dirigeant. Et quelque part, en fait, c'est la même chose qu'il va falloir faire sur l'extra-financier. Après, ce que vous releverez dans notre rapport, c'est on a surtout mis en avant des bonnes pratiques pour justement permettre aux investisseurs de comprendre les relations entre les objectifs des sociétés et les objectifs sous-jacents des dirigeants. Donc là, bon, je peux vous en citer un certain nombre, hein, mais c'est par exemple, est-ce que l'objectif cible est un objectif de réalisation à 100% ou pas des objectifs de la société, ou non? Est-ce que la surperformance est rémunérée? Bon, une bonne information sur tous les critères et les plafonds de ces critères,
Bon, voilà. Je vous insuffle, c'est très compliqué à expliquer par oral et à aller dans tous les détails, mais sachez qu'on a essayé de mettre en avant, en fait, des bonnes pratiques pour que les investisseurs s'y retrouvent entre objectifs de la société et objectifs du dirigeant. Ce qu'on a aussi porté comme message, c'est que aujourd'hui, la loi est très exigeante sur la présentation de la politique de rémunération et de l'information à fournir dans le rapport sur les rémunérations. Il y a différents niveaux de conformité par rapport aux détails demandés, mais ça s'améliore. Et en tout cas, en fait, c'est pas une solution de juste pas donner le détail de sa politique au motif qu'on souhaiterait conserver une flexibilité. Ça, pour nous, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut respecter tout le dispositif de la loi et on recommande d'aller au-delà pour donner une bonne information aux investisseurs. Voilà à peu près ce sujet-là, qui est un sujet important. Je vous ai pas détaillé, mais en fait, les critères ESG représentent une critère de plus en plus, à peu près 32%, je crois, des critères de la rémunération variable annuelle. Et en fait, ça représente également un pourcentage de la rémunération variable long terme. Forcément, ce sont des critères sur le long terme, donc en fait, ça doit toucher également la rémunération long terme. Le dernier sujet que je voulais évoquer en matière d'ESG, c'est le sujet des résolutions climatiques. Alors, sur les résolutions climatiques, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes des investisseurs. C'est pas vrai de tous les marchés. On voit bien que la tendance vient beaucoup des États-Unis. On sait qu'en Europe, il y a certains pays comme l'Espagne qui sont assez touchés, d'autres comme l'Allemagne qui sont très peu touchés par cette tendance. Mais quelque part, en fait, c'est la montée en puissance de l'engagement actionnarial et les investisseurs veulent s'investir et donc, en fait, demandent de rendre compte sur des sujets climat. En France, cette année, on a constaté que 3 sociétés ont pris l'initiative de soumettre des résolutions climatiques à l'Assemblée générale sur une base consultative. Donc là, dans le rapport, on détaille ces exemples-là, qui sont des exemples intéressants. Et effectivement, ce ne sont que des exemples dans lesquels le vote est consultatif. Nos messages sur ce point-là, c'est qu'effectivement, il y a un sujet, puisque normalement, c'est au Conseil de déterminer la stratégie, ce n'est pas le rôle de l'Assemblée générale. Donc, effectivement, il faut probablement encore, on réitère notre message de clarification de l'état du droit par rapport à ça. Ce qui n'empêche probablement pas, cependant, d'avoir la possibilité de faire des résolutions climatiques avec un vote consultatif. On l'a déjà vu se développer dans un certain nombre de domaines, donc il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se développer dans ce domaine-là. Après, au-delà de la question du vote, ce qu'on constate, c'est que, en fait, la demande, s'il y a une demande, c'est parce que les investisseurs sont pas forcément toujours satisfaits du niveau d'information donné par les sociétés. Donc nous, on promeut sur ce sujet le dialogue actionnarial et on considère que, oui, la résolution climatique, c'est une demande des investisseurs, mais que derrière cette demande, il y a surtout et avant tout une demande de clarification de l'information fournie par les sociétés sur leur plan de transition, sur l'impact du risque climatique de façon générale. Pour les sociétés en fait, qui souhaiteraient mettre en place un vote consultatif, ce qu'on dit dans notre rapport de cette année, c'est que oui, c'est bien de le passer au vote, mais ce qui est important, c'est que vous indiquiez aux investisseurs quelle est la portée du vote, dans la mesure où c'est un vote consultatif. Et alors, qu'est-ce que va faire la société si jamais, en cas de vote contestataire et autres? Donc, en fait, pour nous, ce qui est important, c'est l'information du marché sur la portée de ce vote. Voilà à peu près les différentes thématiques. Voilà, c'est pas... Encore une fois, je ne vous ai pas présenté tout ce qu'on a dit dans notre rapport, mais j'ai fait un choix. Je suis à votre disposition si vous avez quelques questions. Nous avons déjà, Marie, une question de Hervé Chef de Ville
au titre de l'association pour le patrimoine et l'actionnariat individuel. Hervé, je vous propose de brancher votre micro et poser votre question en direct. Hervé? Oui, Voilà. oui, je posais la question parce que le rapport met bien en avant que les entreprises devaient justifier la tenue de l'AG avec appréciation in concreto. Mais moi, j'aurais bien voulu voir le pourcentage de sociétés l'ayant effectivement fait avec mention dans le procès verbal. Bon, ça, c'était ma question, sachant que par ailleurs, moi, j'ai lu de façon détaillée la partie AG du rapport gouvernance et je trouve la tonalité très positive, alors que du point de vue des actionnaires, notamment individuels, ils ont été encore cette année privés d'une grande partie de leurs droits qu'ils ne peuvent exercer qu'en assemblée générale quand elle se tient en présentiel. Ou comme avec Amundi, avec la possibilité d'exercer en ligne l'ensemble de ses droits. Oups, attendez. Vous voulez que je réponde? Oui. Oui. Donc effectivement, à la fois on fait un état des lieux des pratiques des sociétés, mais à la fois, en fait, dans cette partie-là, on rappelle effectivement que il y a un renforcement, enfin, que le dispositif légal mis en place en 2021 a abouti à un certain, renforcement du droit des actionnaires. Donc, on a regardé et on a une partie dédiée à l'information que les sociétés ont publiée sur l'appréciation in concreto. Elles ont donné un certain nombre d'explications, mais la réalité, c'est qu'effectivement, les assemblées générales en 2021 se sont essentiellement tenues à huis clos. Donc, on ose espérer que ce régime temporaire ne sera pas obligé que ce soit reconduit. De toute façon, il est arrêté depuis le 30 septembre 2021. On est d'accord sur le fait que les assemblées générales hybrides nécessitent encore des améliorations aujourd'hui pour permettre un vrai droit des actionnaires dans toutes ses dimensions. Et ça, le rapport le dit bien et on réaffirme fortement ce message. C'est pour ça qu'on veut vraiment le développement d'assemblées générales hybrides qui soient des assemblées générales qui permettent un accès à tous les droits des actionnaires et à une interactivité. Avons-nous d'autres questions? Oui, bonjour à tous. Les ajustements dont vous avez parlé sur la politique de sur la rémunération, en fait, les ajustements par rapport à la politique de rémunération, elles se matérialisent comment? Parce que j'imagine que ça n'a pas été expressément indiqué, c'est juste de fait que les éléments de rémunération présentés sont différents de ceux de la politique telle qu'elle avait été présentée à l'Assemblée précédente. Alors, il y a différents cas de figure, mais de façon générale, les sociétés ont donné de très bonnes informations en fait dans leur document d'enregistrement universel. C'est-à-dire que on n'a peut-être pas tout lu, mais beaucoup de sociétés ont vraiment expliqué la situation et ont expliqué qu'elles devaient faire en fait certains ajustements. Donc, elles n'ont pas estimé qu'elles n'étaient pas conformes au code, donc elles ne se sont pas justifiées par rapport au respect du code. Mais en revanche, il y a des cas de sociétés qui ont mis 2 pages sur le sujet, en fait, dans la partie présentation des rémunérations des dirigeants. Après, il y a un certain nombre de sociétés qui ont également, et c'est la pratique qu'on met en avant, qui ont également proposé, il y en a 6 dans notre échantillon qui ont proposé des modifications de la politique de rémunération en 2021. Donc là, clairement, il y a une résolution de l'Assemblée générale, donc clairement expliquée. Et après, effectivement, pour certaines sociétés, ça résulte juste de la comparaison entre ce qu'ils ont fait et de la politique de rémunération qu'ils avaient annoncée.
Mais il y a eu un vrai effort des sociétés pour... on est dans un contexte très particulier. Les sociétés ont été confrontées quand même à des enjeux pas simples. Et quand même, le contexte général, c'est aussi un contexte de renonciation des dirigeants. C'est-à-dire que là, j'ai fait un focus sur un point technique qui est l'ajustement des rémunérations. Mais la grande tendance, et ça part de là, c'est quand même beaucoup de renonciation des dirigeants. Donc là, on est sur un autre sujet qui est la renonciation volontaire. C'est clair, oui. Ça, on l'avait bien identifié l'année dernière. Et après, ce qu'on a quand même dit aussi, un des sujets qu'on a évoqué, c'est que quand il y a une renonciation du dirigeant, on souhaiterait néanmoins qu'il y ait une véritable appréciation par le conseil de la performance du dirigeant. Et on demande un peu plus d'informations, y compris en cas de renonciation, sur l'appréciation de la performance du dirigeant. Parce que ce n'est pas parce qu'il a renoncé que pour autant, ça ne doit pas être apprécié. Très bien. Merci beaucoup, madame. Merci Frédéric, merci Marine. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui, bonjour. Guillaume Macbodjan du cabinet Brodin. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai juste une question. Vous avez évoqué les sujets ESG. Il me semblait que l'AMF allait publier un rapport également sur la RSE en 2021. Je voulais juste savoir ce qu'il en était. Oui, tout à fait. Merci pour la question. Effectivement, les enjeux ESG sont des enjeux très importants. L'AMF devrait publier probablement plusieurs rapports d'ici la fin de l'année. Un sur les engagements climatiques des sociétés de gestion et un sur l'information donnée par les sociétés dans leur rapport climat. Donc là, effectivement, ça fait partie des prochaines communications de l'AMF. Parfait, merci beaucoup. Merci. Je crois quelqu'un qui a un micro allumé. Mais est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitez aborder avec Marine Corriéras ce matin, ou est-ce qu'on en reste là? Et de toute façon, le replay, la documentation et les coordonnées de l'AMF, même si vous les connaissez bien, vous seront envoyés. Non, Marine, je crois que votre exposé était très complet et limpide surtout. Écoutez, il nous reste à remercier Marine Corriéras pour sa disponibilité ce matin pour souligner ces 3 points du rapport 2021. Et puis vous souhaitez à tous et à toutes une bonne fin d'année. Prenez soin de vous dans ce nouveau contexte. Et puis pour ce qui concerne notre matinale de ce matin, tout sera en ligne sur notre site dans le temps que le replay se fasse. Merci à vous tous qui donnez à Marine des messages de remerciement, et je crois que je n'étais pas la seule à avoir trouvé l'explication effectivement extrêmement claire et intéressante. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Marine, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Je vais raccrocher couper la salle digitale. Et si vous voulez, on se rappelle après.